Hello, moi c'est Ludy, je suis travel planner depuis quelques années et du coup, si vous ne me connaissez pas, j'ai créé ma propre activité travel planner en 2018, une agence de voyage avec une plateforme de partage en 2019 et 2020. Je suis une professionnelle du tourisme du coup, depuis plusieurs années et je suis régulièrement contactée par des personnes qui souhaitent éventuellement travailler dans le tourisme et envisagent potentiellement d'exercer le métier de travel planner. Et du coup, elle m'envoie ce qu'on appelle une enquête métier. Une enquête métier, souvent, c'est une des étapes qui est l'étape à passer quand on fait un bilan de compétences. Un bilan de compétences, vous ne savez pas ce que c'est alors, c'est un investissement qu'on fait en soi de manière à trouver plus d'épanouissement au travail, peut-être à trouver une façon différente de travailler, peut-être trouver une voie différente, un métier différent, un secteur différent. Bref, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous êtes un peu perdu professionnellement. Certes, c'est un petit investissement, mais c'est un investissement qui est tellement important pour être plus à l'aise dans son boulot et quand on est à l'aise dans le boulot, on l'est dans la vie perso, vice-versa également, évidemment. C'est un métier, du coup, travel planner, de passionné de voyage. Moi, je suis passionnée de voyage, passionnée d'outdoor, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'exercer ce métier. Alors, c'est un métier que j'ai choisi d'exercer après une première reconversion. En réalité, j'ai quitté mon job fin 2016. J'ai fait une rupture conventionnelle, pas forcément simple à avoir, mais finalement, j'ai réussi à la force de la volonté. Et du coup, suite à cette rupture conventionnelle, je me suis, après un an, orientée vers une formation de naturopathe, de manière à pouvoir apporter plus de bien-être dans la vie des gens. Vraiment, le côté positif, amener du positif dans la vie des gens, ça me tient à cœur. Et en fait, c'est pendant cette formation dédiée voilà, à la naturopathie que je me suis en parallèle lancée sur l'activité de travel planner étant passionnée de voyage, que j'ai créé mes premiers séjours, et etc. Bref, allez, on y va, je réponds tout de suite à vos questions. Donc première question, définition des tâches et des activités du métier. Donc ce que je dois savoir faire et ce que je dois savoir, ce que je dois apprendre. Alors, le travel planner, alors, préambule, n'est pas une agence de voyage. Pour être agent de voyage, il faut une immatriculation tourisme qu'il convient de demander auprès de Atout France, qui est l'organisme qui régule les acteurs du tourisme dans le secteur. Donc le travel planner va conseiller un itinéraire de voyage, va conseiller une destination, va remettre un carnet de route à son client avec une idée d'un programme, une estimation éventuellement du budget, va peut-être lui donner des suggestions également d'hébergement, d'activités, des bonnes adresses. C'est souvent une personne qui connaît soit bien la destination, soit pour qui le travail consiste à aider les voyageurs à gagner du temps dans leur organisation de voyage et à potentiellement voilà, trouver plus facilement des bons plans de voyage. Donc, à la différence de l'agence de voyage, où l'agent de voyage va vraiment accompagner son voyageur de A à Z, de la création potentiellement de l'itinéraire, si c'est un séjour sur mesure, ou en tout cas du conseil d'un séjour, au départ et aux aléas qui peuvent arriver sur place pendant un voyage. Donc, vraiment, ce sont deux métiers bien différents et c'est important de le préciser, puisqu'il y a parfois des personnes qui ne sont pas au clair avec ça. Donc deuxième question, description d'une journée type. Alors, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas... Il n'y a pas vraiment de journée type, en tout cas, qui soit la même pour chaque entrepreneur, mais la mienne, elle se compose comme ça. Je me réveille. Je ne fais pas de yoga au départ de la journée, comme j'aimerais et comme j'imagine être la journée idéale. Moi, quand je me réveille, je suis tout de suite focus sur le travail. Mais peu importe. En tout cas, si je décide de prendre mon petit-déj ou que je décide de faire du yoga, ma journée de travail commence toujours de la même façon. Je fais en premier le point sur les tâches que je dois faire en priorité dans ma journée. Au début, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, je vous cache pas que je ne faisais pas comme ça. Et du coup, ça partait un peu dans tous les sens, j'étais débordée, etc. Aujourd'hui, je suis débordée, mais pour d'autres choses, parce que j'ai différentes activités, et c'est un choix. Du coup, je commence à faire le point sur ma journée, ça me permet de valider aussi les entretiens que j'ai téléphoniques et les visios que j'ai potentiellement avec des clients, etc., de façon à ne pas les oublier, à les intégrer dans mon planning. Quand bien même j'ai des phases dédiées dans ma journée, je ne prends bien souvent pas d'appel le matin, par exemple, etc. Bref, ma journée commence par le point sur la journée, justement. Puis, je vais checker mes emails. Les emails, je ne veux pas les checker toutes les heures parce que sinon, c'est assez chronophage.
Ensuite, je vais faire le point sur les demandes clients que j'ai reçues, donc des demandes de voyageurs qui souhaitent partir. Est-ce que je peux accepter cette demande ou est-ce que cette demande mériterait d'être orientée vers un autre travel planner? Parce que pour moi, la cohésion, la communication, l'entraide entre travel planners, c'est hyper important. Le dénigrement, je n'en veux pas. C'est vraiment une pratique que je trouve plutôt exécrable à titre personnel. Et du coup, je travaille énormément avec d'autres travel planners. Et en tant qu'indépendant, je trouve que c'est hyper important parce qu'on est seul derrière notre PC avec nos clients et échanger, ça permet aussi de se partager des bons plans, d'échanger nos succès, nos doutes, nos difficultés. Et en tout cas, c'est ma façon de travailler depuis plusieurs années et j'aime la partager comme ça. Donc après avoir fait le point sur les demandes clients, j'ai parfois du coup des carnets de route à finaliser, des itinéraires à créer. Ça, je me le fais le matin parce que ça me permet vraiment d'avoir l'esprit bien clair. Je suis plutôt créative le matin et après ma pause déj que je m'efforce de prendre parce qu'attention, au début de mes débuts d'entrepreneur, franchement, je faisais tous les trucs à pas faire, je crois. Je mangeais pas le midi, enfin bref, débordée la nana. Et donc ça arrive à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Donc chose à retenir, penser à manger, c'est l'une des premières clés du bien-être d'ailleurs, que ton aliment soit ton meilleur médicament. Hippocrate, a priori. Du coup, après l'après-midi, je vais le consacrer à des échanges avec des clients, avec des échanges avec les personnes que j'accompagne en coaching, en formation. Bref, voilà, c'est un petit peu plus tranquille si je puis dire. Je vais notamment faire l'administratif, envoyer mes carnets, etc. quand il y a besoin, échanger avec mes agences de voyage partenaires, puisque je suis en partenariat avec certaines agences. Bref, voilà, l'après-midi, c'est un peu plus d'admin. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, quel conseil? Un seul conseil? Persévérer. Non, persévérer, c'est vrai que c'est important. Il faut, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, avoir conscience que c'est très, très, très éloigné du salariat. Déjà parce qu'il y a personne pour vous dire ce que vous allez faire, personne pour valider que vous faites bien les choses, personne pour vous mettre un coup de pied au cul quand vous n'avez pas envie de sortir de votre lit. Alors, ce qui ne m'arrive pas, mais je sais que ça arrive à certaines personnes, ou personne pour vous arrêter de travailler. Vous n'avez personne pour vous cadrer, pour vous montrer la bonne voie à suivre. Donc, je pense que quand on veut entreprendre, l'important c'est de savoir bien s'entourer, donc des bonnes personnes. Et des bonnes personnes, c'est pas forcément nos copines ou nos amis ou nos parents. Ça peut être des personnes qui soient coach professionnels, par exemple, pour nous aiguiller. Ça peut être des personnes qui soient coach business pour un projet, formateur, si vous avez besoin de vous former un nouveau métier parce que vous ne le maîtrisez pas. Attention, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable de la satisfaction de vos clients, des prestations que vous proposez, donc c'est important d'être professionnel et un professionnel connaît son métier, bien évidemment. Un autre conseil que je peux donner, c'est prévoir suffisamment de budget. Parce que même quand on crée une auto-entreprise qui nécessite zéro investissement de prime abord, vous allez avoir forcément des coûts qui sont cachés. Des coûts à investir dans des logiciels, dans du cloud, dans certains, peut-être des locations de locaux, peut-être... en l'occurrence, le travel planner n'a aucune obligation, mais si vous avez envie de travailler en coworking, voilà. Donc, il y a quand même un budget à prévoir et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, d'auto-entrepreneurs, des entrepreneurs quand même, vous êtes entrepreneurs qui se lancent en fait sans avoir prévu suffisamment de budget. Donc, c'est important en amont de réfléchir à un business plan et un business, des prévisionnels en termes de vente et de business. Voilà pour les conseils principaux. Quelles sont les principales capacités, compétences ou aptitudes particulièrement attendues au métier? Alors déjà la première aptitude, c'est d'avoir voyagé, d'aimer voyager, d'être passionné de voyage. Parce que pour parler et pour exécuter, pour réaliser bien ce métier, il faut bien évidemment pouvoir transmettre sa passion. C'est vraiment un métier de passionné. Ensuite, en termes de capacité, une capacité d'écoute. Il faut savoir cerner les besoins de son client pour pouvoir lui proposer le bon itinéraire. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas, vous aurez un client insatisfait, potentiellement des retours, du travail supplémentaire, bref, c'est vraiment à éviter. Une autre capacité, ça va être la capacité d'organisation et de rigueur. C'est deux choses différentes, l'organisation et la rigueur. Je les mets néanmoins ensemble pour ce métier, puisque bien évidemment, pour le métier de travel planner, planification égale organisation. Ça, c'est hyper important d'être organisé déjà
dans ses tâches d'entrepreneur et puis vis-à-vis de ses clients. Une autre capacité, je dirais, la capacité de négociation que vous pouvez avoir avec vos clients potentiellement, parce que vous ne négociez pas directement avec des partenaires, ça vous n'êtes pas agent de voyage, vous n'avez pas le droit de le faire. Néanmoins, ça peut être intéressant d'avoir une certaine capacité de négociation vis-à-vis des clients, être à l'aise en termes de relations clients, être à l'aise voilà, par téléphone, mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Hein. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec la relation client, si la vente, ça vous fait peur, sachez que ce sont vraiment des choses qui s'apprennent. Et du coup, notamment, c'est ce que je propose pendant la formation dédiée au métier de travel planner que j'ai créé via la Happy Travel Academy. On a vraiment tout un module sur la vente et n'ayez pas peur de vendre, c'est justement important. Des aptitudes, voilà, d'autres compétences. Alors, parler une langue étrangère, ça peut être intéressant quand même, surtout dans l'univers du voyage. Qui plus est, si vous organisez ou créez des itinéraires dans un pays étranger, c'est quand même si aujourd'hui on a beaucoup de sites qui sont multilingues et Google Trad est votre meilleur ami parfois, c'est important de pouvoir parler anglais. Voilà, là tout de suite. D'être créatif, si évidemment, il faut être créatif, force de proposition pour faire ce métier. Parce que vous avez parfois affaire à des clients qui ne savent pas où ils veulent aller, il faut pouvoir du coup les conseiller au mieux. On a déjà pas mal de choses. Alors sachez que ce sont des compétences que vous pouvez évidemment avoir déjà développées dans un autre métier, dans un autre secteur, peut-être même il y a des années, des compétences personnelles que vous pouvez mettre en avant dans ce métier. Voilà, ça c'est, faut pas hésiter à faire des passerelles du coup entre vos différentes activités. 5e question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail? Les difficultés. Alors la première difficulté qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, mais ça c'est valable pour tout le monde, c'est de trouver des clients. Alors moi je discute avec beaucoup de travel planners, beaucoup d'entrepreneurs également dans le tourisme, puisqu'en plus j'ai créé un podcast qui s'appelle Nouvelles Impulsions. J'en profite pour vous le partager parce que c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnes qui ont fait du voyage leur quotidien, par exemple qui travaillent dans le tourisme ou qui ont un métier qui leur permet de voyager souvent, donc par exemple des digital nomades. Et du coup j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs dans ce podcast, mais aussi à titre personnel, professionnel, puisque ça fait quelques années que j'évolue dans le secteur. Et du coup, c'est vrai que la difficulté de trouver des clients, elle est récurrente. Sachant que dans le tourisme, c'est un secteur qui est quand même saisonnier. On n'a pas envie de partir en vacances toute l'année, même s'il y a des périodes, l'été évidemment, le printemps, l'hiver aussi, une grosse période pour le ski, alors, pour d'autres destinations qui sont peut-être un petit peu plus lointaines. Donc la première difficulté, ça va être de trouver des clients. La deuxième difficulté, je trouve, alors là c'est plus lié à l'entrepreneuriat encore, c'est de la solitude. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est seul à prendre des décisions, on est seul avec ses clients, avec ses problématiques clients, ou avec des concurrents, des petits problèmes comme ça à gérer. Donc voilà, ça va être plutôt une problématique également liée à l'entrepreneuriat, et sinon liée au métier proprement de travel planner. Ça va être... Alors, moi, je ne ressens pas ces difficultés puisque bon, ayant été agent de voyage, c'est vrai que je maîtrise bien la réglementation et le secteur du tourisme, mais du coup d'être toujours conforme avec la réglementation, c'est hyper important. Alors c'est pas une difficulté si on connaît la réglementation, mais ça peut devenir une difficulté si on est borderline, parce que on peut très bien être accusé de concurrence déloyale vis-à-vis des agences de voyage, donc il faut faire attention. Ça peut être une difficulté au métier, et pour ça, quand on se forme, on a les bonnes informations, on fait évidemment pas ces erreurs. Y a-t-il des outils à connaître dans l'exercice de vos fonctions? Des outils à connaître, l'ordinateur, votre smartphone. Oui, il y a certains outils. Je dirais que le code du tourisme, c'est un outil. Je dirais aussi que vous allez pouvoir utiliser certains logiciels. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser des logiciels spécifiques en tant que travel planner, puisqu'en fait, vous ne réservez pas à la place de vos clients. Vous allez par contre faire des recherches pour vos clients. Donc, plutôt que de parler d'outils, on va utiliser outils pour parler de sites internet ou d'outils, de comparateurs de prix, des choses comme ça. Sinon, pas spécifiquement. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Alors, ce que j'aime le plus, c'est de créer des voyages pour mes clients, et alors surtout quand ils reviennent avec, vous savez, le smiley avec les étoiles dans les yeux, ça c'est génial. C'est vraiment, c'est trop cool parce qu'en fait, on contribue à les aider à réaliser leurs rêves. Alors moi, avec les voyages que je crée, c'est vrai que j'ai un positionnement qui est assez, pas particulier, mais c'est vrai que c'est important pour moi de créer des déclics positifs dans la vie des gens,
et aussi pour l'environnement par le voyage. Donc du coup, c'est important que les personnes puissent avoir certains déclics en fait pendant les séjours. Alors c'était d'autant plus vrai quand j'avais mon agence de voyage parce que j'avais vraiment tout un univers de séjours. Je travaillais pour le coup, je réservais à la place des clients puisque j'avais cette possibilité de vendre du packagé. Aujourd'hui, j'ai toujours cette possibilité, mais quand je collabore avec une agence, l'une de mes agences partenaires. Mais vraiment, ça c'est important pour moi qu'il y ait des créations de déclics et que les personnes en rentrant se disent ah pas juste ah c'était magnifique, oui bien sûr les paysages, oui, mais il y a aussi ce ah bah du coup grâce à ce voyage je vais changer quelque chose dans ma vie. Enfin pour moi c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur dans ce métier et voilà c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Ce que j'aime le moins, alors l'administratif c'est chiant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'être agent de voyage. Mon agence fonctionnait, hein, on avait un chiffre d'affaires, moi et mon agence, hein, parce que c'est une entité, une personne morale, on collaborait bien. On avait un chiffre d'affaires qui était évolutif. Hein. Alors, je ne versais pas de rémunération à titre d'agent de voyage puisque j'ai exercé pendant 3 ans et c'est compliqué en tant qu'agent de voyage de verser une rémunération. Néanmoins, j'avais un chiffre d'affaires qui était très correct et qui, en tant qu'indépendante, m'aurait permis de vivre très confortablement. Bref, du coup, ce que j'aime le moins, c'est l'administratif, la facturation, les relances de paiement. Alors, j'en ai pas parce qu'en fait, les clients souvent payent ma prestation de conseil en amont. Sinon, voilà, tout ce qui est relance, c'est pas très marrant. Vérifier les paiements, voilà, tout ce qui est administratif, moi, c'est pas trop mon kiff. Est-ce un travail répétitif ou diversifié? En quoi l'est-il? Bah, répétitif, en fait, tous les boulots, à un moment donné, ont un côté répétitif, quand vous devez communiquer, quand vous devez effectuer vos appels clients, mais il est diversifié dans le sens où vous aidez différents types de profils de clients, en fait, à chaque fois. Donc non, c'est pas un métier répétitif. Quels principaux types de problèmes résolvez-vous dans le cadre de votre emploi? Ah oui, j'aide les gens à réaliser leurs rêves de voyage. J'aide les gens voilà, qui n'ont pas forcément le temps à consacrer à leur recherche de voyage, à leur création d'itinéraire ou qui connaissent pas la destination ou l'activité. Moi, étant spécialisée dans l'outdoor et le bien-être, c'est vrai que c'est des domaines que je maîtrise très bien parce qu'en plus je suis pratiquante. Et les destinations que je vais proposer, c'est des destinations que je connais, dans lesquelles je suis allée et voilà, j'ai des contacts et voilà, ça c'est important. Donc les problèmes que je résous pour les clients, c'est ça, c'est justement d'avoir un manque de connaissances. Donc je les aide justement à apporter ce complément d'information qu'ils n'auraient pas forcément pu trouver sur internet ou du moins qui leur aurait pris du temps. Donc je les aide à être plus sereins en fait dans leur recherche, dans leur préparation de voyage. Quels sont vos interlocuteurs professionnels, si vous en avez? D'autres travel planners avec lesquels je suis en relation, notamment parfois il m'arrive de sous-traiter certaines tâches avec des travel planners ou de leur partager, en tout cas de leur donner un client, on va dire, hein, parce que je ne peux soit pas m'en occuper parce que j'ai pas le temps, soit parce que c'est pas ma spécialité, etc. Donc voilà, c'est principalement des travel planners. Après, moi, j'échange avec beaucoup d'autres professionnels du voyage, donc des agences de voyage notamment, partenaires, ou alors des potentiels partenaires avec lesquels je peux travailler justement pour soit les aider à créer de nouvelles offres de voyage, soit pour venir leur apporter, on va dire, de la clientèle par les personnes qui me contactent. D'autres interlocuteurs que j'ai, je peux avoir des échanges parfois avec. Alors moi, je m'occupe de mon site internet, mais vous pouvez avoir des échanges par exemple avec votre webmaster, avec un ou une community manager si jamais vous déléguez cette partie-là. Vous pouvez avoir, je sais pas si vous êtes en entreprise, ce qui est rarement le cas quand on se lance en tant que travel planner avec un expert comptable, voilà, etc. Ou un avocat, si vous avez des problèmes litigieux avec clients ou concurrents, ça peut arriver malheureusement. Voilà, c'est pas régulier heureusement, pour ces cas-là. Comment pourriez-vous qualifier vos conditions de travail, amplitude horaire? En fait, je suis une maître à bord, donc je choisis mes conditions de travail. Si j'ai envie de me lever à 7 heures du matin et travailler tout de suite, je suis libre de le faire. Si j'ai envie d'arrêter à midi, si j'ai envie d'arrêter à 15 heures parce qu'il y a du vent et que j'ai envie de faire du kite, c'est possible. Si j'ai pas envie de travailler un jour et que j'ai pas de rendez-vous client, je peux décaler mes rendez-vous, hein. D'ailleurs aussi. Donc en fait, mes conditions de travail, c'est la liberté. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'être entrepreneur et j'ai choisi spécifiquement ce métier. C'est d'ailleurs la raison qui m'a motivée aussi à ne plus avoir mon agence de voyage, puisque ça nécessitait beaucoup de gestion, énormément de responsabilités. Et du coup, moi, j'avais besoin d'être libre. D'ailleurs, en 2022, j'ai travaillé.
J'ai travaillé en voyageant. J'ai voyagé en travaillant. Voilà, j'ai voyagé 6 mois dans l'année, quoi. Là, on est en 2023. Voilà, on prévoit de partir en road trip, en van, avec mon chéri, et donc ça m'empêche pas de travailler en fait avec mes clients ou avec les personnes que j'accompagne sur le métier de travel planner, en coaching ou en formation, bref. Et ça, c'est un métier qui est hyper facile à faire à distance, puisque on a besoin d'un ordinateur, une connexion internet, et puis éventuellement d'un téléphone portable, quoi. Quoique même, on a une connexion internet, on peut faire tous les appels via le PC, donc hyper pratique. Donc amplitude horaire, en fait, ça dépend de votre investissement, de votre rapidité d'exécution, et puis de combien vous voulez gagner, en fait. Parce que plus vous travaillez, plus vous gagnez. Logique. Est-il possible d'allier vie personnelle, de famille et vie professionnelle? Bah oui, comme je viens de vous le dire, du coup c'est possible. J'imagine, moi j'ai pas d'enfants, mais d'aller chercher ses enfants à l'école, en fait c'est vachement plus facile de le faire avec ce métier. Si jamais t'as un enfant malade, voilà, t'as pas à justifier, t'as pas de différence de salaire parce qu'en fait t'es une femme. Voilà, t'as pas toutes ces contraintes. De la vie salariée, si t'as pas envie de parler avec des gens qui te racontent leur petite vie à la machine à café et que ça t'intéresse pas trop, ou qui débarquent dans ton bureau, ça fait style, je suis antisociale, mais c'est pas le cas. Moi, j'aime échanger, mais quand c'est un moment dédié. Et quand on arrive dans ma sphère de travail pour me parler, non. Donc là, c'est vraiment possible, du coup, d'allier tout ça beaucoup plus facilement. De faire des workations, vous savez, c'est le fait de combiner le travail et les vacances, c'est possible avec ce métier. Peut-on vivre de ce métier? Bah oui, preuve en est, je vis de ce métier. Alors je vivais de ce métier, je vivais pas, voilà, j'ai commencé ce métier en 2018, donc 2018-2019. 2019, j'étais quand même une bonne partie de l'année concentrée pour pouvoir créer mon agence de voyage. Néanmoins, je me versais un petit salaire. Voilà, j'ai exercé ce métier pendant du coup 1 an et demi, quasiment 2 ans avant de pouvoir créer ma marketplace et mon agence de voyage, et je me versais à peu près entre 3 et 500 euros par mois, donc bon voilà, c'est un complément de revenu. J'avais le Pôle emploi à l'époque. Après avec l'agence de voyage, bien évidemment, j'avais tellement de charges que tout était absorbé par les charges de mon agence. Alors, à titre indicatif, en termes de charges pour une agence de voyage, à l'année, il faut compter à peu près entre 15 et 20 000 euros. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez faire comme chiffre avant de vous payer. Et encore, on parle pas de vous employez personne, voilà, vous déléguez rien, vous faites tout par vous-même. Alors peut-être que dans ces 20 000, il y a quand même quelques freelances, mais vraiment des minimes. Donc peut-on vivre de ce métier? Oui. Moi du coup, depuis que j'ai arrêté d'être agent de voyage, donc depuis septembre 2022, donc là on est en mars, oui, je vis de ce métier de travel planner, puisque j'avais déjà une clientèle aussi. Et puis voilà. Donc j'en vis. Après, si vous voulez aussi avoir des échanges avec, en tout cas d'avoir des retours d'expérience de ça, sachez que j'organise des lives. Alors j'ai déjà organisé des lives que vous pouvez retrouver sur YouTube, donc sur cette chaîne. Vous pouvez aussi suivre les lives que je vais proposer. Alors peut-être quand vous regarderez la vidéo, ça aura déjà été enregistré avec d'autres travel planners, et justement. Alors, il y en a qui gagnent leur vie, il y en a qui gagnent pas leur vie, mais c'est un métier indépendant. Donc, en fait, ça va dépendre de l'investissement que vous avez. C'est sûr que si vous avez une activité à temps plein à côté, vous faire un salaire, je sais pas, de 1000 ou 1500 euros par mois, ça va être compliqué. Par contre, si vous êtes à temps plein dans l'activité, bien sûr que c'est plus facile. Par contre, attention, il faut pas espérer vivre de cette activité, c'est-à-dire vous verser 1500, 2000 euros par mois en vous lançant 6 mois, 1 an ou 1 an et demi après. Non, c'est pas vrai. Ceux ou celles qui vous disent ça, c'est faux en fait. Vous allez devoir, comme tout projet entrepreneurial, ça prend du temps, il faut se faire connaître, trouver ses clients, trouver parfois son positionnement. Alors dans la formation que je propose, ça ce sont vraiment des étapes hyper importantes sur lesquelles j'insiste pour qu'elles soient faites de façon à lancer sereinement son activité et que ce soit plus rapidement possible rémunérateur. Alors comment imaginez-vous l'avenir de votre profession? Y a-t-il, selon vous, des débouchés? Ah oui, et surtout son métier de travel planner, puisque c'est un métier qui est en plein essor en France. C'est un métier, alors en réalité, c'est un métier qui existe depuis longtemps dans le secteur du voyage, sauf que le secteur du voyage étant parfois un petit peu flou, d'où le fait qu'avec le podcast et avec cette chaîne YouTube, j'ai envie de dévoiler les coulisses du tourisme, parce qu'à un moment donné, moi j'ai été confrontée quand je me suis lancée, franchement, trouver des infos, c'était hyper compliqué. J'ai passé, mais c'est même pas des heures, c'est pas des journées, c'est des semaines, des mois, des années
en fait à apprendre et j'apprends encore, heureusement des choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est un métier qui s'exerçait déjà, on va dire un peu, sous la table, voilà. Puisqu'on est dans le flou d'une réglementation, à partir du moment où on fait son métier sans aller, sur les traces d'une agence de voyage, sans, être, en exercice illégal du métier d'agent de voyage, il y a pas de souci, en fait. Donc du coup, c'est un métier qui est en plein essor pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu du tourisme et qui sont passionnées de voyage, comme moi, en fait, et qui veulent faire de cette passion un métier. Et du coup, oui, évidemment, il y a des débouchés. Alors, il y a des débouchés indépendantes, il y a des débouchés peut-être à terme aussi avec des agences de voyage, soit en collab en tant que freelance, soit peut-être en étant recruté par une agence. Je vois des travel planners qui disent oui, les agences ne font jamais du sur-mesure. C'est faux, il y a des agences de voyage qui sont spécialisées dans le voyage sur mesure. Ça existe, hein, il y en a même beaucoup plus qu'on le pense. C'est pas forcément uniquement de l'hôtel club. Alors oui, c'est valable pour les gros noms du voyage, mais c'est pas le cas de toutes les agences. Il y a des petites agences indépendantes, comme celle que j'avais créée et développée, qui proposent des séjours très chouettes et même sur mesure. Donc du coup, il y a des débouchés dans ce sens-là et dans d'autres entreprises du tourisme. Je pense que c'est un métier qui... Alors aux États-Unis, il y a 10 ans déjà, sur le nombre de personnes qui créent des voyages, il y avait 18 ou 20% de travel planner. En France, c'est quoi 1%. Et ça répond en plus à une vraie demande des clients alors les clients des travel planners, ce ne sont pas des clients des agences de voyage. En général, alors c'est un profil qui est différent en fait. Ce sont des personnes qui ont habitude de chercher leurs voyages, de réserver leurs vacances par elles-mêmes, et qui en fait n'ont pas le temps, n'ont pas forcément l'inspiration, n'ont plus envie de s'y consacrer, parce que ça prend du temps. J'imagine la mère de famille qui a déjà ses enfants à gérer, en plus du grand enfant qui est monsieur. Alors là, je fais des... Il y a des hommes qui me regardent. Désolée, c'est pas vrai. Je fais des parallèles qui sont faux. Pas pour tout le monde, en tout cas. Pas généraliste. Mais voilà, c'est vrai que c'est un confort de pouvoir s'appuyer sur le service de quelqu'un qui va venir nous alléger cette tâche. Donc, du coup, ça répond à de plus en plus cette demande. On est dans une société où on est de plus en plus overbooké avec nos jobs, avec nos obligations, les téléphones d'ailleurs. On est aussi sur un métier qui répond à une tendance de fond, hein. J'en ai parlé plusieurs fois via mes comptes Instagram et notamment dans un article qui est publié sur mon blog. J'ai publié début janvier sur les tendances du tourisme en 2023. Je vous invite à aller les lire. Ça peut être intéressant aussi si vous vous intéressez au métier de travel planner. Et du coup, cette tendance de quête d'authenticité, d'expérience un petit peu plus immersive, locale, le tourisme durable, évidemment, surtout depuis le Covid, est un peu porté, heureusement, par les envies des voyageurs, pas forcément par tous les acteurs du tourisme, malheureusement, mais par certains, souvent des petits acteurs, notamment. Donc voilà, ça répond vraiment à des besoins, à des attentes des clients, et ça, c'est super important. Pensez-vous avoir des passerelles vers d'autres fonctions ? Ça, j'y ai déjà répondu, du coup. Voilà, vous pouvez peut-être à terme, voilà, être salarié en agence, en office de tourisme, en TO, créer votre agence, intégrer une start-up, voilà. En dehors d'une nécessaire motivation, quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait exercer ce métier ? Alors, premier conseil, c'est de vous renseigner, comme vous le faites maintenant, de passer par un bilan de compétences si vous n'êtes pas sûr de vouloir l'exercer, de rencontrer d'autres travel planners. Alors, échanger, c'est pas forcément facile, sachez-le, quand on est entrepreneur, d'aller boire des cafés, de passer 1 heure au téléphone pour répondre à des questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu proposer cette vidéo, de répondre aux questions, comme ça vous pouvez tous y avoir accès. C'est pas forcément facile parce que justement il faut pouvoir combiner sa vie pro, sa vie perso et parfois il faut faire des choix. Donc moi franchement j'aimerais pouvoir aller boire des cafés ou des pina coladas avec toutes les personnes qui me contactent. Et malheureusement j'ai pas assez de temps ou même faire des visios en fait. Ça prend vite une demi-heure, 1 heure et en fait c'est le temps que je vais pas passer pour moi, pour mon travail, ou même pour moi, pour aller faire un footing, pour passer du temps avec mon chéri. Voilà, donc c'est vrai que je ne peux pas répondre favorablement à toutes les demandes, et désolée si c'est le cas, voilà, j'aurais bien aimé, mais en tout cas, comme je le disais dans une précédente vidéo, je crée une communauté, la première communauté française dédiée au métier
de travel planner, de coach voyage, voilà, les métiers de création de voyage. Donc n'hésitez pas si vous êtes travel planner ou si demain vous l'êtes, à venir intégrer cette communauté. C'est une communauté d'entraide, de soutien, ça me tient à cœur, c'est accessible à tout le monde, pas uniquement aux personnes qui ont fait ma formation, parce que en fait il y a des personnes qui se sont lancées parce qu'ils avaient de l'expérience dans le voyage et qui n'ont pas fait de formation. Bref, donc l'idée c'est vraiment de rassembler tout le monde, de se fédérer, et je pense que ça va être important, notamment pour l'avenir, pour plein de choses. En tout cas, je vous en dis pas plus, je vous invite à le faire. Si jamais d'ailleurs, voilà, important de se former. Important également de prévoir, en fait c'est un peu les mêmes conseils que je vous donnais au préalable. Voilà, prévoir suffisamment de budget, prévoir quand même un petit peu, prévoir du temps aussi, savoir qu'en fait ça va prendre du temps. Peut-être garder votre job dans un premier temps ou avoir une activité complémentaire, peut-être aussi travailler dans une entreprise du voyage, je sais pas, travailler en office de tourisme, travailler dans un hôtel, travailler avec une agence, c'est possible aussi. Ou si vous avez des compétences, je sais pas, en rédaction web, en communication, etc., vous pouvez aussi travailler dans l'univers du voyage en plus d'être travel planner, c'est possible. Moi, c'est ce que j'ai fait également en fut un temps. Quelles sont, à votre avis, les principales qualités et compétences qu'on est amené à développer dans le cadre de ce métier? Bon, j'en ai déjà parlé, en fait. C'est une question qui est un peu redondante. À l'inverse, pouvez-vous citer des erreurs professionnelles qui vous choquent? Ah ouais, des erreurs professionnelles qui me choquent. C'est des gens qui exercent illégalement le métier d'agent de voyage. C'est interdit, en fait. Juste, il y a un code du tourisme, il faut le respecter. Moi, vraiment, ça me gonfle un peu parce que ayant moi-même été agent de voyage, franchement, je vous cache pas que pour être agent de voyage, c'est un peu l'épreuve du combattant. Ça m'a pris 1 an pour préparer ça. J'ai dû montrer littéralement patte blanche à plusieurs commissions d'experts du tourisme pour obtenir une garantie financière, pour pouvoir avoir mon assurance, pour pouvoir déposer mon dossier à Atout France, pour pouvoir devenir agent de voyage, en fait. Et en fait, on peut pas dénigrer les agences de voyage. Ça, c'est interdit, ça se fait pas, et c'est pas loyal, en fait. Et à un moment donné, ça risque de nous retomber dessus. Donc, en fait, des pratiques de dénigrement de la concurrence, que ce soit avec d'autres travel planners, ou que ce soit avec des agences de voyage, c'est interdit. Enfin, et puis ça se fait pas, en fait. C'est vraiment un gros manque de professionnalisme. Si, je sais pas, peut-être ça vous est déjà arrivé à titre perso, professionnel, d'entendre des gens, voilà, qui critiquent l'un de leurs concurrents. Alors, je sais pas ce que ça vous fait, mais moi, personnellement, ça me donne pas envie de travailler avec cette personne. Je me dis, en fait, si elle critique elle peut critiquer moi. ou voilà, en tout cas, je pense, c'est pas une bonne façon de faire. Et comme je vous le disais, voilà, moi, je suis très sur l'entraide et la communauté, donc voilà. Vaut mieux être copain-copine que d'être voilà, dans le dénigrement qui ne sert à rien. Autre point, des personnes qui vont packager des séjours. Je ne vais pas citer la travel planner à laquelle je pense, évidemment, je suis pas là pour ça, mais voilà, qui a organisé un séjour en packagé et qui le vendait à un prix tout compris sur son site. C'est interdit par la loi, et moi je suis allée en toute bienveillance lui dire, je savais pas qu'elle était au courant ou pas de la réglementation, donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant, fais attention parce que je sais pas si tu es au courant de cette réglementation, mais tu peux te faire épingler, et puis en plus de ça, les clients ne bénéficient pas des droits auxquels ils peuvent prétendre par le forfait, en fait. Le fait un forfait, c'est le fait de combiner 2 prestations touristiques. Par exemple, un hébergement et des activités, c'est ce qu'on appelle un forfait quand ça dépasse 24 heures. Donc un week-end où vous vendez un hébergement et des activités et que vous proposez un tarif négocié en avance, packagé, donc vendu à un prix unique, bien c'est un forfait, et ça, en fait, ça donne la personne qui achète un forfait a des droits qui sont définis dans le code du tourisme, et c'est ce pourquoi une agence de voyage doit avoir une garantie financière, donc qui est un fonds de garantie venant protéger les fonds déposés par les clients. En cas de faillite de l'entreprise, on peut être remboursé, et des assurances propres au métier d'agent de voyage, sur du défaut de conseil, sur une intoxication alimentaire, bref, sur plein de choses. Donc le fait de priver son client, voilà, les participants d'un séjour de ça, c'est quand même un gros manque de professionnalisme également. Donc attention à tout ça. Moi, vraiment, c'est des pratiques qui m'exaspèrent. Après, tant pis, cette personne m'a répondu en me disant, oui, t'inquiète, je connais la réglementation, c'est le minimum avant de se lancer. Bon, a priori, non. Tant pis pour elle, écoute, moi, après, c'est pas mon problème. Donc voilà, ce sont des pratiques voilà, qui m'agacent. Le dénigrement,
le dénigrement et puis, voilà, le fait d'exercer un métier, borderline. Voilà, c'est important d'être carré. Et ben ça y est, c'est la fin des questions. Du coup, j'espère que ça vous aura aiguillé dans votre questionnement, ça aura aidé à répondre à votre enquête métier. Si jamais vous vous interrogez encore, vous avez encore des questions sur le métier de travel planner, je vous invite à aller, consulter les vidéos que j'ai, proposées, voilà, que j'ai créées, sur cette chaîne. J'ai également un blog sur le site happytrek.fr, donc vous allez sur la rubrique blog dans les coulisses du tourisme, vous allez découvrir plein d'articles sur le tourisme, sur le métier de travel planner, sur comment créer une agence de voyage, etc. J'ai également un podcast qui s'appelle Nouvelles Impulsions, avec un compte Instagram notamment, et c'est un épisode qui sort chaque jeudi matin, et j'interviewe une personne qui travaille dans le tourisme, donc ça peut être intéressant pour vous de découvrir d'autres métiers, parce qu'il n'y a pas qu'être agent de voyage, travel planner ou blogueur, il y a plein d'autres métiers qui existent. Ça peut vous permettre de penser à un side business en plus de votre métier de travel planner, bref, il y a plein de possibilités, et donc moi ça me tient à cœur de vous proposer plein de contenus qui sont gratuits, et des contenus que moi j'aurais aimé découvrir avant de me lancer, parce que croyez-moi, ça n'a vraiment pas été simple de trouver des informations quand t'es pas issu du milieu du tourisme. C'est un secteur qui est un peu flou et avec des gens qui n'ont pas forcément envie de partager leurs connaissances et qui sont un peu voilà, anti-concurrence, anti-nouveaux arrivants, etc. Bref, pas très cool parfois. Bref, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux. Donc Happy Trek, c'est mon compte où je partage mes aventures outdoor et mon activité de travel planner. Le compte du podcast Nouvelles Impulsions. J'ai également un compte qui s'appelle Devenir Travel Planner sur le métier de travel planner, et ça se passe sur Insta. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura su répondre à certaines de vos questions, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!